Je m'appelle Franck Chenot et donc vous pouvez regarder les replays de cette histoire de la photo sur la chaîne YouTube Préfiguration, sur celle de Studio Déclic. Il ne faut pas hésiter à cliquer sur le petit pouce bleu ou mettre une cloche, ce qui vous permettra de savoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission à quoi ça correspond. Je montrais le Studio Déclic qui nous accueille en vrai à partir du 11 septembre. Voilà, une galerie de photos avec une galerie de peinture à côté, un système de reproduction, de tirage, de portraits et d'instantané, puisque nous avons commencé cette histoire de la photographie à sa naissance. Je me suis appuyé pas mal sur ce très bon livre de Flammarion. Ça paraît très bizarre qu'il y ait un système de petits livres grand public, mais si, quelquefois ça arrive, il est de très grande qualité. Des hors-série Art Press. Je suis professeur d'histoire de l'art en école de prépa et à Évry, en prépa Beaux-Arts, et à l'université d'Évry. Je ne fais pas, c'est un de mes défauts, mais moi j'aime bien de PowerPoint, et donc vous pouvez voir le petit dossier qui est ici. Nous allons parler d'instantané, de modernité, avec Jacques-Henri Lartigue, de Eastman, celui qui invente le système Kodak, et surtout qui est un génie du marketing, et puis un petit peu du photojournalisme qu'on ne développera pas, mais qui va avec mon sujet. Car le sujet du jour, on est parti de très loin, en fait. On est parti de cette naissance de la photo 1833, de cette table dressée de Niepce. Pourquoi est-ce que cette table dressée m'intéresse autant que la vue de Grasse? C'est parce que le temps de pause est extrêmement long, c'est plus de 8 heures. Donc il fallait, au début de l'histoire de la photographie, première fois qu'on réalise une image non faite à la main, c'est-à-dire c'est la lumière qui fait le travail, ça a une signification qui est importante en fait. Et je donne des cours d'histoire de l'art, mais je donne des cours d'histoire de la philosophie aussi. C'est une double casquette, c'est une grosse tête. Parce que ce qui m'intéresse, c'est à la fois de faire découvrir des images, des artistes, Lartigue, Cartier-Bresson aujourd'hui, Nadar les autres fois, aujourd'hui Camille Sylvie, Marville, Anthony, des gens, à la fois des choses que vous pouvez connaître pour aller plus loin et puis d'autres pour approfondir, mais surtout de se poser des questions à propos d'images, parce que le sujet du jour, la photographie instantanément, elle a, dans le cas présent ici, pas de jeu à défendre en fait. La photographie, à ses débuts, est un temps très très long, un temps de pause de plus de 8 heures qui fait qu'on ne peut pas prendre en photo des humains. Et que dans notre histoire de la photographie, dès 1838, là on est en 33, voilà, Daguerre qui a épaulé Niepce pour réaliser la finalisation de l'invention technique, on a vu que les procédés au collodion humide, que les recherches techniques, c'est à la fois une recherche scientifique, technique, voilà, comment faire de la chimie, de la physique pour aider à ce que le matériel soit plus portable, soit plus facile d'accès à tous. On va voir qu'avec Kodak, voilà, appuyer, nous faisons tout le reste. C'est bien un génie du slogan qui dit ça et en même temps quelqu'un qui techniquement est capable de gérer tout un processus assez complexe pour lequel il fallait quelques compétences. Mais en même temps, ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans cette transformation du temps long qui était ici, voilà, plus de 8 heures, le sujet est limité, même on va le voir tout de suite, le paysage, les nuages, ça bouge, l'eau, ça bouge, c'est quand même pas très facile de fixer une image. La photographie, l'écriture de la lumière, mais l'instantanéité, c'est une notion qui n'était pas liée à la photographie. Et c'est pour ça que ce que je voudrais montrer aujourd'hui dans cette question de la photographie instantanément, c'est que finalement, si vous connaissez déjà ces images-là, qu'on va revoir, qu'elles soient de Cartier-Bresson à la fin ou de Lartigue dans les années 1910, Cartier-Bresson, on va dire 1930-1940, c'est que finalement, on a vu que s'était développée une recherche scientifique de la photographie. Comment, avec la décomposition du mouvement du cheval, essayer d'attraper ce que l'œil ne voit pas, avec des regards au microscope ou au télescope. La photographie va être un soutien technique et objectif, en jouant avec les mots, évidemment. Objectif dans le sens où il n'y aurait pas d'intervention humaine, ce serait la lumière elle-même qui ferait tout. Bien évidemment, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui cadre, il y a quelqu'un qui décide de prendre un morceau plutôt qu'un autre, et puis essayer d'aller dans un photomaton automatique et essayer de vous faire prendre en photo par Madame Stéphanie au Studio Déclic, vous verrez qu'il y a une grosse différence. C'est que cadrer, mettre de la lumière, composer, tout ça, c'est un art.
Mais comme la photographie s'est associée à la science, elle va pendant longtemps passer pour quelque chose qui attrape le monde tel qu'il est et rien de plus. Alors qu'en fait, c'est un leurre. Premier leurre qu'on a décrypté, le rapport à la science et à l'étude du monde. Il y a un deuxième leurre qu'on a pas mal regardé aussi, c'est que petit à petit, par le portrait, dans les années 1870, les artistes, assez proches d'ailleurs de la peinture, de l'art, influencés par l'art, vont petit à petit, des artistes qui abandonnent en Angleterre, en France, leur travail d'artiste et qui vont s'intéresser de plus en plus à des images fabriquées par la photographie. Ici, Gustave Le Gray, 1856, c'est écrit tout en haut. On a exposé à Londres, juste après 56, très grand succès, 800 commandes à 16 shillings pièce. C'est-à-dire que le système d'image va commencer à être diffusé, et c'était mon deuxièmement, une photo très scientifique à qui on ne demande pas autre chose que observer des phénomènes météorologiques, des problèmes de malades, d'observations techniques scientifiques, policières, voilà, arrangées dans un coin là, comme ça. D'un autre côté, des artistes qui disent mais non, on peut composer une image, faire quelque chose comme ici, qui est faite à base de deux plaques, c'est-à-dire il y a une plaque photosensible qui a permis d'attraper ce ciel mouvant, et dans les années 1856, ce que fait Gustave Le Gray est un petit miracle, et une seconde plaque, si vous regardez bien, on voit que les noirs du bas de l'image sont bien plus forts que le haut qui ne possède pas de noir intense. Ce sont deux plaques, une qui sert pour le bas, une qui sert pour le haut, plaque de verre, qu'on va superposer au moment de faire l'impression et le tirage. Puisque, on l'a vu déjà, l'impression, pour le moment, on a une œuvre unique en fait. On a une impression sans intervention de l'homme de la lumière sur une plaque de verre, et cette plaque de verre est exposée. Il n'y a pas encore tout à fait la notion de tirage. Mon troisièmement, donc les photographes épaulés par les artistes, vous voyez, j'ai pris 2 tirages de Gustave Le Gray. Il y a encore 20 ans, ça coûtait pas si cher. Maintenant, il y a au moins 5 zéros dans la somme, hein, quand on achète un tirage de cette époque. Voilà, le piqué, il est merveilleux dans les deux, même si ici on a plus de choses douces. Mais on en a parlé avec le patron du studio Déclic, le fait qu'il y ait des nuances, que ce soit un peu sépia, donne une image un peu plus picturale, un peu plus dessin, qu'ici on a quelque chose qui est un peu plus tonique, puisqu'on a des blancs qui ressortent très fort avec des noirs très proches, et donc ça donne un effet de scintillement. Deuxième jambe de la photographie, les artistes qui poussent, on a vu avec les pictorialistes, avec les aides à Delacroix, à Bonnard, à Degas, des artistes qui s'intéressent à la photographie. Et la troisième jambe, qui est pas moins importante, notre affaire de 800 commandes le dit bien, c'est le commerce. C'est-à-dire qu'il y a des inventeurs intelligents, des artistes passionnés qui se réunissent, qui s'aident, qui se piquent des idées, mais il y a aussi des gens qui savent faire un peu du fric et qui, ça paraît très curieux, mais vont participer au développement de cette photographie pour la faire sortir de son statut de petite boîte solitaire, réservée à des gens qui s'y connaissent très très bien. La grande vague de Gustave Le Gray aussi, 1856. On a vu que Le Gray a participé aux commandes d'État. Tiens, il va y en avoir une l'an prochain, je crois, qui va être organisée à l'échelle de toute la France, c'est-à-dire une prise de vue du pays entier par la photographie. On a vu que les missions d'Attar avaient commencé dès ces années 1850, mais mises de côté pendant des années comme document, en fait, traité comme tel. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces trois choses, commerce, science et art, fabriquent des images qui font penser à des peintures comme chez Camille Sylvie, qui font penser à des tableaux, voilà, même si Gustave Le Gray fait des choses qui sont peut-être un peu plus fines. Là, on a quelque chose qui fait penser à la douceur du dessin au fusain, donc on a quelque chose qu'on appelle pictorialiste. Ceux-là, en fait, ils vont participer à quelque chose qui fait partie de l'imaginaire de la photographie. C'est ça que je voudrais développer pour tous les gens qui connaissent déjà toutes ces images. C'est de glisser juste une idée qui est aujourd'hui à la fois très simple et en même temps très compliquée, très complexe plutôt serait le bon mot. C'est l'idée que la photographie soit de l'instantané. C'est-à-dire qu'elle rende compte d'un instant attrapé. Ce qui est à la fois, si je fais le plan de ce que je raconte, à la fois très évident, c'est-à-dire que Roland Barthes a bien décrit dans La Chambre claire
que chaque photographie comprend en elle l'expression « ça a été », c'est-à-dire si je fais une photo de nous tous ensemble ou lors de l'inauguration de la galerie des clics et que je perds cette photo parce que je l'efface, même dans 15 minutes, ce ne sera pas la même photo. Il n'y aura jamais plus la même chose. Donc il y a quelque chose d'un enjeu du temps qui passe qui était assez bouleversante quand on se rend compte que Daguerre a pris en photo le premier humain de l'histoire de l'humanité sans qu'on sache qui c'est. On va avoir des images qui sont des captures du temps qui vont nous donner, dit Barthes, des informations sur comment on s'habille, comment était l'architecture, comment était l'ensemble du monde avant nous, peut-être même en même temps que nous, mais dans un autre endroit, loin. La photographie va rapprocher le lointain et va arrêter le temps. Cette information qui est objective, finalement, elle est quand même fabriquée. C'est ça que je voudrais questionner, c'est-à-dire que cette idée d'effet, d'instantanéité, et cette idée de dépasser ce mouvement, parce qu'il faut quand même attraper la vague qui bouge. Ici, la scène est beaucoup plus calme pour Camille Sylvie. Il faut dépasser techniquement cette capacité à prendre un instantané, et on va voir que souvent l'histoire de la photographie entre 1880 et 1920, elle va avec cette idée d'attraper l'instant de plus en plus vite, dixième de seconde, millième de seconde, millionième de seconde. Mais ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est de s'intéresser à l'idée que pendant longtemps, attention, c'est le plan général en une phrase, vous allez me dire, il a mis 15 minutes. Pendant longtemps, l'idée que la saisie de l'instant va être la vérité de la photographie. C'est même ce que va employer comme titre Cartier-Bresson. C'est pour ça que j'ai pris ce titre, la photographie instantanément. C'est-à-dire que si le photographe est au bon moment, au bon endroit, il va faire la bonne photo dans la bonne seconde. Même si, et c'est pour ça que ce que je décris là, vous pouvez dire, c'est évident. Non, c'est une idée en fait. Elle a une histoire et elle a pris du plomb dans l'aile depuis qu'on a des caméras numériques qui surveillent le monde de partout et qui à chaque seconde font plus d'images que de secondes. C'est-à-dire il y a des gens comme vous et moi qui prenons des photos, qui filmons le monde entier tout le temps. Et il y a plus d'images que de secondes. C'est quand même, si on prend la peine d'y réfléchir, quelque chose de très étonnant. Et puis surtout, c'est une idée parce que pour Gustave Le Gray, il a beau attraper cette belle vague, au moment où elle roule et elle tourne, on a l'objet absolument instantané. Il n'y a pas un truc qui ressemble plus à une vague qu'une autre, mais en même temps, laquelle, voilà. Eh bien, cette image est fabriquée. Ce n'est pas du tout un instantané. Pourtant, notre imaginaire longtemps, et M. Kodak va y participer, M. Cartier-Bresson va y participer, l'imaginaire de la photographie, c'est l'instantanéité. On se rend compte de quelque chose qui est intéressant parce qu'en soulevant cette question-là, je voudrais soulever l'imaginaire de la photographie, c'est-à-dire on a l'idée que si c'est sur l'instant même en temps voulu, c'est authentique. Et que cette vérité-là, elle est certaine en fait. Alors ce qui est facile à résumer, puisque peut-être cette idée-là vous est familière, je m'adresse à tout le monde, alors c'est toujours... et puis je parle tout seul. On a l'idée que si quelqu'un a pris la photo à l'instant X et qu'il était là au moment du débarquement de 44 et qu'il s'appelle Robert Capa au moment où les Américains débarquent en Normandie, ça ne peut pas être fabriqué, oui. Mais on sait très bien aussi, il n'y a pas besoin de Gustave Le Gray, même les photos de politique de la Révolution russe, des événements à Saïgon en 68, peuvent être complètement fabriqués et truqués. Et pourtant, on a cette idée longtemps, et elle est questionnée tout doucement, que bien qu'on puisse faire de fausses images, l'instantanéité de la photo, c'est sa vérité. Pourquoi est-ce que c'est une idée et pourquoi elle m'intéresse à questionner dans cette période-là de 1880 à 1901 ? C'est tout simplement parce que ça va aider la photo à convaincre qu'elle est un art à part entière. Si elle est la vérité de l'instant présent, elle a quelque chose à dire de l'époque moderne et de ses transformations sans fin. Camille Sylvie n'est pas connue forcément, mais c'est un tas. Un petit livre sur les berges de Seine qu'il a beaucoup faites un peu partout. Voilà, il fait ça en 1858. On est sur un papier albuminé à partir de 2 négatifs de verre au collodion humide et c'est conservé au toujours merveilleux Victoria and Albert Museum de Londres. Il faut absolument aller là-bas en ayant à peu près une journée pour le visiter, s'il vous plaît. Voilà, cette idée qu'il peut y avoir une scène qui ressemble à de la peinture, elle est fabriquée par 2 plaques, complètement fausses.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette instantanéité, une fois qu'on est d'accord que, je suis d'accord avec moi-même, qu'elle est fausse, elle est fabriquée, et elle est fabriquée visuellement. Par exemple, le simple fait qu'il y ait un lampadaire qui s'allume tout doucement, le simple fait qu'il y ait une espèce d'aura, d'auréole, de clarté, qui fait qu'on voit au loin qu'il y a quelque chose, c'est un peu flou, mais que les personnages devant sont un peu plus nets sur leurs chaussures, que le contraste entre le clair et le foncé est juste là, on a un sentiment d'instantanéité. J'en profite pour zigouiller une idée que j'entends souvent. On est en 1860, l'instantanéité en peinture, c'est l'impression soleil levant de Claude Monet, 1872. Et donc l'instantanéité de Claude Monet, elle vient plutôt des estampes japonaises et de la simultanéité de plein d'images, de plein d'actions en même temps. Elle ne vient pas vraiment de la photographie, idée qu'on trouve assez souvent dans les livres d'histoire de l'art. Camille Sylvie, ce qui l'intéresse, c'est de suggérer cette instantanéité, de la fabriquer entière. Est-ce que l'encyclopédie de la photographie de Flammarion précise puisque c'est une édition thème Hudson, précise, on est page 96, c'est que les marines restent les sujets les plus délicats pour les photographes paysagistes. Les vues de côte française en grand format de Gustave Le Gray mêlent adroitement art et spectacle, accueillis très favorablement dès les premières expositions de 56 à 57. Le Gray réalise des photomontages associant différents négatifs pour le premier plan et pour le ciel. Sa réussite la plus spectaculaire est la vue quasi instantanée de vagues en mouvement dans la grande vague de 7. La voici sous vos yeux maintenant. Ça coûte très cher, je le disais, qui démontre le potentiel artistique de la photographie ainsi que sa capacité jusque-là ignorée à saisir les phénomènes naturels fugaces. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Voilà, instantané. Ben en fait, la philosophie d'aujourd'hui est celle que j'essaye de partager, parce que l'histoire des idées m'intéresse beaucoup. Toutes les idées ont une histoire. L'idée de nouveauté, elle arrive à un moment donné. L'idée d'instantanéité aussi. Et pourquoi est-ce que ce phénomène-là devient intéressant? C'est que un artiste anglais, William Lake Price, qui est plutôt un aquarelliste, l'aquarelle est la force de l'Angleterre, qui, comme les Bretons, ont un temps qui pousse à faire de l'aquarelle, eh bien, William Lake Price, qui est plutôt un artiste de la peinture traditionnelle, un mouvement réaliste, aquarelle, des très belles choses qui rentrent dans l'histoire de l'art global, va aussi faire de la photographie. Plutôt des choses qui ressemblent à Sylvie, hein, plutôt des choses un peu picturales, un peu sensibles, un peu douces. Par contre, il a une remarque qui m'intéresse beaucoup, qui est citée par le livre que je viens de vous lire, c'est-à-dire que William Lake Price exprime son souhait de réaliser des photographies instantanées. Il faudrait des photographies instantanées, il faudrait des choses sur le vif. Pourquoi? Il a hâte de pouvoir admirer des vues pittoresques de villes lointaines sans que les rues et les places désertes nous donnent l'impression d'arriver après une épouvantable catastrophe. C'est-à-dire que comme le temps de pause est lent, il n'y a pas d'humain. Et pour Price, ça donne l'impression qu'il y a eu une grande catastrophe. Nous qui en avons vécu une un peu spéciale récemment, avec des rues vides comme tous, ça nous parle, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est-à-dire que l'enjeu de l'instantanéité, on pourrait dire c'est un enjeu technique pour savoir faire et puis montrer toutes sortes de rapidité, non? Il y a l'idée que l'humain doit faire partie de l'image. Et on pourrait s'étonner que ce soit quelqu'un comme Price, qui est plutôt du côté du paysage traditionnel. Vous voyez, on le voit derrière lui, une petite marine comme on le faisait dès le XVIIe siècle hollandais. Non, il dit, ça m'intéresse qu'il y ait quelque chose que le pittoresque rencontre l'instantané. Et en face de lui, je pose M. Charles Marville, qui est un des grands témoins de la transformation de Paris par Haussmann. Vous savez, grands travaux, on rase des bouts entiers. Et donc, il y a des trucs complètement disparus. Qu'est-ce que disent ces images? Souvent, on les trouve très belles. On se dit, oh, voilà, il y avait des pissotières, parce que la modernité d'Haussmann, c'est les colonnes Maurice, les fontaines Wallace, des pissotières en extérieur, les théâtres nouveaux, les grands boulevards, voilà, toute cette modernité nouvelle qui est aussi quelque chose qu'on questionne aujourd'hui, c'est-à-dire
C'est une croissance qui s'appuie sur de pillage de richesses, une croissance qui, à l'époque, se foutait de l'idée d'épuiser les ressources de la Terre et qui, aujourd'hui, pose question parce qu'on ne peut pas faire ça sans fin. Voilà, toute cette idéologie de la nouveauté, elle est plutôt vantée par Marville, en montrant une ville nouvelle et en montrant que la ville ancienne qui disparaît est moche et elle est vide. Alors c'est là où Marville, justement, lui, il va s'opposer à l'idée de montrer l'activité des villes. Il documente les grands travaux du baron Haussmann pour la transformation de Paris. Il préfère des expositions en temps long. D'ailleurs, il prend des appareils photo avec des systèmes de plaques qui ne cherchent pas l'instantanéité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre Price et Marville, il peut y avoir deux partis pris très différents. Il préfère les expositions longues qui éliminent les éventuels piétons, même si là, on a des personnages qui font une petite échelle. Mais ce qu'ajoute le commentaire qui m'intéresse, tintant du même coup Paris et ses antiques ruelles de mélancolie. Alors ça, vous allez me dire, je me pose des questions, on est devant des belles photos, et moi, c'est d'abord ce qui m'intéresse de partager. Charles Marville, rue Basse des Ursins. La mélancolie, elle pourrait être le fait que la rue des Ursins, j'ai pas vérifié, elle est plus comme ça. C'est probable, même si Paris reste une ville du 19e siècle et c'est aussi son succès. La coupure du boulevard Haussmann, c'est aussi un Paris nouveau auquel on s'est habitué, mais qui n'est pas du tout le Paris ancestral que voici. Donc, dans les images de Marville, il y a toujours de la politique dans les images, en fait. C'est ça qui est intéressant à regarder. C'est-à-dire que le cadrage, ce qu'on cherche à montrer, ça a déjà une signification. Est-ce qu'on a montré un truc, c'était tout pourri, on fait bien de mettre des choses nouvelles quand même, c'était tout miteux, mettons de la modernité avec des objets de la vie de tous les jours, une hygiène, l'air, l'eau, l'accès à des services qu'on n'avait pas autrement. Mais ce que Marville choisit de faire, c'est qu'en montrant avec des temps de pause longs une ville déserte, il montre une transformation lente, peut-être même inexorable. Et cet enjeu de l'instantanéité entre ce que dit Price et ce que dit Marville, il signifie quelque chose. Vouloir que la photo soit instantanée, c'est une façon de montrer une ville nouvelle et c'est une façon de montrer la vie qui est autour très différente de celle de Marville, qui a l'air d'être en un sens, mis à part la modernité de l'architecture, un peu calme, éternelle, et c'est ça qui donnerait une mélancolie. C'est pas seulement que c'était mieux avant, c'est pas seulement que c'est très mignon d'avoir des anciennes devantures à leur fin pour acheter des confections de lingerie, comme si on était dans un livre d'Émile Zola. Ce qui est intéressant, c'est que la mélancolie que nous suggèrent ces images vient sans doute du sentiment de temps qu'on a face à elle. Alors, je reviens vers mon idée d'instantanéité parce que le public va s'intéresser à la photo instantanée que dans les années 60, là on est dans les années 50, 1860, lorsque les ateliers commerciaux vont se mettre à produire des vues stéréoscopiques. J'en profite pour faire un petit rappel historique qui est très chouette. On avait 1856 notre photo de Legray, brique au clair de lune, et la photo avec l'eau et puis le scintillement du bateau. 1858, le voici, un petit pistolgraphe, petit appareil qui a un obturateur automatique. C'est-à-dire, on peut, résumons-nous, dès les années 1850-60, faire des photos plus rapides. Je vais vous remontrer quelques images qu'on a déjà vues, mais ça n'intéresse pas le grand public. Et je reviens à mes trois jambes, c'est-à-dire on va savoir faire de la photo instantanée, un peu rapide. Ça ne va pas intéresser le public tout de suite, sauf quand on va arriver, comme ces images américaines de Edward Henry T. Anthony, Edward et Henry T. Anthony qui vont vendre cette image-là, ça fait 7 cm sur 7 cm. Et elles seront exposées au Metropolitan Museum de New York. Images qu'on trouve très facilement sur Internet pour ne pas avoir à faire l'aller-retour à New York vite fait. On est à un papier albuminé à partir d'un négatif vert au collodion humide. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le collodion humide, ça nous permet d'aller assez vite et plus d'avoir ce temps de pause très long. Mais on a trouvé un système qu'on a vu la dernière fois de transfert de la plaque de verre vers la page papier, qui va permettre de diffuser davantage. On ajoute quelque chose qui est presque passé de mode pour nous. Moi, je pressens qu'avec les lunettes 360 degrés qu'on a aujourd'hui avec les petites caméras en immersion, on revient à quelque chose comme ça, c'est-à-dire le fantasme, encore une autre idée associée à la photo,
d'être dans l'image, d'avoir une vue sur chaque œil qui fait que le cerveau est trompé et qu'on a une impression de relief. Cette idée que la photographie doit nous frapper, ça fait partie du succès de l'instantanéité. Il faut qu'elle soit très saisissante. Et en s'appuyant sur un quart de millième de seconde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, on va développer la curiosité pour la photographie. Voilà, finalement, ce que précise l'article de la page 97 pour finir, les vues de New York par Edward et Henry Anthony sont le plus remarquable, le cliché de piéton courant sous la pluie, pris sur le vif dans leur atelier de Broadway. La vogue des vues stéréoscopiques, donc à deux yeux urbaines, souligne l'évolution de la photographie. Elle délaisse les artistes esthètes soucieux de surmonter les difficultés et se tourne vers les industriels désireux de voir leurs appareils équipés des dernières innovations techniques. Ça, c'est un petit coup de pied. Je suis un artiste moi-même, mais je suis gentil quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les artistes qui inventent tout. Il y a aussi des innovateurs techniques et qui cherchent à faire un peu de flouze. Et c'est comme ça que les innovations arrivent. Il y a une espèce de course. Les profils d'innovation des artistes et des industriels sont voisins. On le sait depuis longtemps, même si c'est plutôt le statut moderne de l'artiste qui est comme ça. C'est une sorte d'aventurier qui trouve lui-même le développement. Ce changement de voie qui fait que la photographie va se tourner vers l'industrie, vers la vente, ouvre la voie à la photographie scientifique et à l'instantané amateur. Parce que c'est là où on va en venir avec M. Kodak juste après avoir fini ceci. Des dernières innovations, le monsieur Nadar qu'on avait déjà vu, une merveille de génie, connu pour ses portraits de célébrités, n'est pas assez connu, on est en 1861, pour son travail souterrain, c'est-à-dire un travail, il est dans les catacombes et il fait une espèce d'autoportrait. C'est un génie, mais qu'en vrai, on ne va pas dire ça autrement. Il a une intuition, un humour, un esprit qu'on retrouve un peu dans sa biographie, mais qui fait qu'à chaque fois, il trouve quelque chose de nouveau et qu'il a une façon de comprendre le médium qu'il utilise en s'y adaptant. Il va aussi être celui qui expose les impressionnistes dans sa galerie de photos. Il se met en scène de cette façon-là, de façon un peu amusante, mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'il a trouvé un moyen de prendre en photo sous terre dans les catacombes pour avoir des images un peu nouvelles. En 1872, là on est sur une publication de 78, mais c'est dès 72, j'ai vu et montré que Muybridge arrivait à capturer le mouvement, et donc cette recherche de l'instantané, elle est plutôt liée à la science, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des progrès techniques, même montrer le petit pistolet, on va 58, 64, 72, on va savoir de plus en plus faire de l'instantané, mais ça n'intéresse personne. Ça intéresse plutôt, ce sera lié au développement commercial de ces images, plutôt les années 1860-1900. On va y venir tout de suite. Petite invention technique qui n'est pas minime. Il faudra que j'y revienne un jour. Darwin publie son livre en 1872 sur l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. C'est-à-dire, il fait une sorte de comparaison, et vous savez que Darwin a quand même changé un peu l'histoire de la science, des comparaisons entre la façon d'exprimer les émotions et chez les animaux et chez les hommes pour pouvoir penser autrement que l'homme comme une exception divine, et plutôt penser qu'il y aurait une sorte de lien entre toute cette espèce animale à laquelle nous appartenons. Darwin intègre des photos de Regelander, qui sont un peu retouchées, mais qui va lui servir à illustrer l'ensemble. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que ça se trouve dans cette conférence? C'est une émotion instantanée. C'est-à-dire qu'entre le monsieur, très belle moustache quand même, on ne va pas faire la fine mouche, mais ici, il a l'air un peu triste. Et que cette façon de suggérer le passage d'un état normal à un état joyeux, c'est une façon d'utiliser l'instantanéité, toujours pour des raisons scientifiques. On a fait notre premier morceau, voilà, comment l'instantanéité est arrivée. Comment est-ce qu'elle va convaincre le monde entier? Tout simplement parce qu'elle va correspondre aux inventions, à l'état d'esprit moderne. Qu'est-ce que c'est que la modernité? C'est un sujet qui m'a pris 150 émissions qu'on trouve sur YouTube. La modernité, c'est l'intérêt pour l'accélération, pour la transformation continuelle, parce que l'idée de nouveauté vient plutôt en histoire des idées de la Renaissance. Et elle a une histoire, c'est-à-dire on peut très bien penser que
La nouveauté, il faut arrêter maintenant, il faut plutôt décroître et se calmer. C'est une idée à creuser, hein. Par contre, l'idée de succession, de transformation du monde continuel avec une nouveauté, une invention, c'est quoi le dernier truc, tout ça, cette société-là, on est encore dedans, hein. Je pense qu'on est en train d'en sortir. Je ne peux pas deviner l'avenir avant tout le monde, sinon je serais très riche. Par contre, cette instantanéité qui a été possible techniquement dès les années 1860 et qui ne viendra qu'avec 1900, on va dire ça comme ça, avec un coup de marketing génial de Kodak, elle viendra aussi en appui de cette société moderne qui, depuis 1820, 1800, la deuxième révolution industrielle, elle aura mis un siècle, à convaincre tout doucement le fait que le temps de succession, l'accélération est une vertu. Si vous vous intéressez au sujet, pour faire court, par exemple, Baudelaire a beau être un poète moderne, il est plutôt contre le progrès. C'est pas parce que qu'on innove qu'on est pour le progrès. Il y a des tas de périodes comme l'Art Nouveau, un peu plus tôt l'époque romantique. On n'est pas toujours collé à la modernité. Ici, ce qui m'intéresse de montrer, c'est que les photos de Rutherford de 1865 sur la Lune montrent un autre monde. Cette photo d'un souvenir de voyage sur le paquebot le Gascogne en 1888 permet de saisir un bond, un instantané justement. Et ça, la modernité va adorer ça. Si je fais un petit peu d'histoire des idées, si vous me permettez un instant maintenant que le bac est passé, celui qui s'intéresse à ça dès 1889, il s'appelle Bergson. Il fait un livre que je vais vous résumer en une phrase, c'est très simple. La durée et le temps, ce n'est pas la même chose. C'est son sujet de doctorat. Son livre le plus intéressant et connu arrivera beaucoup plus tard, des années 1905. Mais je m'arrête un instant sur ça parce que c'est simultané, en fait, c'est le cas de le dire. Pour le dire de façon tout à fait crue et amusante, il y en a qui n'aiment pas quand je fais des blagues comme ça, mais quand on est amoureux et qu'on monte l'escalier pour aller coucher avec sa dulcinée pour la première fois de sa vie, ou si c'est un dulciné alors qu'on est une fille ou qui que ce soit, le temps de l'escalier est plus long que quand on s'en va et qu'on rentre chez soi. Tout le monde sait ça. Ce que Bergson analyse, c'est ça. C'est-à-dire que le temps objectif, la mesure mathématique du temps du monde, n'intègre pas ce que la conscience perçoit, qu'il appelle durée. Là, il dit, par exemple, je peux mettre un sucre à fondre dans de l'eau, il faut quand même que j'attende un certain temps, et quelquefois, si j'ai très envie de boire cette eau sucrée, ça ne va pas assez vite. Ça a l'air tout simple, mais cette différenciation entre le temps objectif mathématique et la durée, on fait ça, ça m'arrive encore un peu en cours de philo, je donne des cours quelquefois, mais au bac, donc c'est pour tout le monde. C'est simple, d'ailleurs, on le comprend très bien, hein. On se demande même comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un avant Bergson qui s'y soit intéressé. Parce que qu'est-ce qui est nouveau dans ce que dit Bergson là, c'est que la durée, elle est difficile à mesurer, en fait. Elle est difficile à percevoir. Et quelqu'un qui va beaucoup s'intéresser à ce texte de Bergson, c'est Gilles Deleuze dans son grand cours qu'on peut écouter en ligne sur le cinéma, parce qu'en fait, le cinéma, pour rappel, ce sont des photos, hein. Ce sont des photos qui, à 24 images par seconde, donnent l'impression du mouvement, mais ce n'est pas un mouvement filmé, ce sont des photos simultanées. Et notre cerveau n'est pas capable de voir la séparation entre chaque photo, et donc en laissant l'image précédente qui est rémanente rester dans notre œil, on a l'impression que ça bouge en continu. Et Deleuze dit, Bergson, en fait, il perçoit, on est en 1889, le cinéma va arriver en 1895, il perçoit dans sa réflexion sur la durée que cette idée d'instantanéité, j'y reviens, ou cette idée de durée longue, elle est au cœur de l'époque moderne. C'était la petite minute de philo, il y en a une autre dans 2 secondes. Je remets une petite image, parce que vous voyez, saut dans le temps, c'est le cas de le dire. Voilà, attraper l'instantané, ça reste encore un gadget, entre guillemets. Il nous faut une ligne d'horizon basse, des personnages qui ne dansent pas, qui ne sautent pas, la vue du monde qu'on ne voit pas à l'œil nu, la vue par la radiographie de la main de Madame Röntgen avec son alliance permet de découvrir des mondes autres, on est en 1895 aussi, et donc l'image, alors est-ce que c'est une photo? Ça c'est une bonne question si on veut faire dans le précis, c'est une radiographie. Voilà, c'est pourquoi je dis ça, parce que chaque fois je prends l'exemple d'une photocopie. Est-ce qu'une photocopie est une photo? C'est une bonne question.
C'est une estampe, c'est-à-dire c'est un multiple qu'on va pouvoir diffuser, attrapé par une machine. Et donc, vous voyez, on est au cœur de mon sujet. Ce que vous avez sous les yeux, vous allez me dire, c'est une machine qui l'a fait, et la main de Madame Röntgen, elle l'a posée, il n'y a pas d'artiste. Et bien jusque-là, la photo a le même problème. Si c'est juste à faire clic-clac, il n'y a pas besoin d'être un artiste, n'importe qui peut ouvrir le studio des clics. Eh bien oui. N'importe qui, mais pas tout à fait. Parce que sur cette photo anonyme, on voit que l'enjeu de l'instantanéité, le moment où le cheval saute, je vous rassure, dans un baquet d'eau, mais que le photographe a pris la peine, entre guillemets, de masquer, vous voyez, il est un petit peu plus bas, ce qui fait que le baquet d'eau qui est ici, ben, on ne le voit pas parce que les spectateurs, ils le cachent. Donc ça rend la chute encore plus impressionnante. Mais l'instantanéité, elle est aussi vertueuse, c'est-à-dire il fallait penser à avoir la pente de l'escalier tout en haut, qui fait une espèce d'inclinaison qui donne l'impression que tout est très haut, ce qui est le cas, mais enfin attraper le cheval et son cavalier au moment où il se détache sur le fond. Si les pattes ou la tête du cheval étaient devant le toit, ça n'aurait pas le même impact. Ce qui fait qu'il y a une question de saisir le temps, et de saisir le temps, ce n'est pas une astuce, au bon moment. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, c'est à l'instant décisif, va nous expliquer Cartier-Bresson. Ça va avec cette modernité, c'est pour ça que c'est un petit chapitre court, l'idée de montrer des découvertes nouvelles. La Lune, la radiographie. Ici, le premier vol des frères Wright, on est sur la plage de Kitty Hawk en Californie du Nord. C'est écrit sur le haut, vous pouvez la retrouver sur Wikipédia en 1903, mais on est à 10h35. La photographie va être un appui, on l'a dit, de la science pour montrer des choses qu'on ne connaît pas encore, mais un appui de la presse, c'est-à-dire qui va diffuser et faire connaître cette science et donner envie au grand public de la suivre, en fait, et d'aller beaucoup plus loin. Voilà le prototype de l'avion en question dans son musée de Caroline du Nord. Exemple simple, et grande révolution de ce qu'on appellera plus tard, et pas aujourd'hui comme conférence, le photojournalisme. Herbert Ponting se retrouve en train de suivre dans l'Antarctique l'expédition de Robert Scott et Frank Hurley. Et il fait ces images dans des conditions épouvantables, très compliquées, matériel encombrant, température qui nuisent à la technique, à la chimie de la photographie. Ponting, pour faire ces images, reste 2 ans dans l'ensemble. Et il fait partie de cette British Antarctic Expedition. Il rapporte 1700 plaques. Et c'est en revenant qu'il découvrira que Scott est mort. Et il produit ce chef-d'œuvre, notamment. Chef-d'œuvre parce que on est au cœur de ce qu'on raconte, finalement. On a une image qui est une sorte de grotte, on dirait. On voit que Hergé a dû, avant de dessiner Tintin au Tibet, penser à cette espèce de nombril ou de cavité dans lequel le monde entrerait, parce qu'on retrouve cette image très souvent chez Hergé. Et j'emploie cette comparaison parce que l'image est très composée, en fait. Il est entré dans la grotte. On voit le Terra Nova au lointain, donc il est pile dans le bon axe. On a 2 personnages qui font une échelle et qui nous donnent une idée de cette incroyable découverte, en fait, que fait la British Antarctic Museum. Voilà, on a le soleil sur le côté qui illumine l'orée de la grotte, qui accentue cette idée de ventre, en fait, comme dans l'intérieur d'une baleine. Elle évoque le creux de vague déferlante et c'est cadré verticalement, donc tout ça est pensé. Le navire au loin qui donne le Terra Nova et qui se détache bien sur le clair, avec les petits stalagmites en plus qui touchent pile le bord. Quand même, c'est du cadrage de haut niveau. Le météorologue Charles Wright qui prend des notes à droite debout et qui donne l'impression qu'il est petit et vulnérable par rapport à cette immensité. Et puis le géologue Thomas Griffith Taylor à gauche qui donne l'impression, il a l'air un peu pittoresque avec son chapeau. Mais c'est aussi pour le monde populaire, parce que ça va être diffusé dans les magazines d'une façon invraisemblablement importante. Voilà, le monde est à découvrir, le monde est une terre nouvelle. Là aussi, on en revient, on dit qu'on n'aurait peut-être pas dû aller emmerder l'univers en allant découvrir des choses nouvelles, des ressources qui ont petit à petit
un peu épuisé tout cet espace. Mais les photos d'Herbert Ponting font partie de cet imaginaire de la modernité, de l'idée que l'artiste est un explorateur. On pourrait ajouter d'ailleurs à ça que, ça c'est une petite merveille, mais Ernest Stapleton, qui est aussi un photographe qui participe à l'Imperial Transantarctic Expédition de 1914, il voit le navire Endurance pris dans les eaux et qui va être broyé. Hurley saute dans l'eau glacée pour récupérer des plaques. Il ne peut pas les emporter toutes parce qu'il y en a 500. Il choisit les 120 meilleures et il abandonne le reste dans la glace et tout ça sera publié. Voilà. Une sorte d'imaginaire à la Indiana Jones. Le photographe est un aventurier. Il va, avec les explorateurs, découvrir un monde nouveau, rapporter des images comme un petit reporter qui est Tintin. Cet imaginaire d'aller chercher l'image loin, on l'a vu, faisait partie de la photographie, mais l'idée d'aller chercher au moment donné, à l'instant X, fait partie de l'intérêt de la photographie. Je vais un peu plus vite parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Le livre remarquable de Bergson, c'est 1934, La pensée et le mouvant. Quand on regarde la petite phrase du début, on le retrouve chez Kadrich, ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision, c'est-à-dire la capacité de dire ce que devient la connaissance quand on réintègre des considérations de durée. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Qui va avoir cet art de l'instantanéité, l'art de trouver, Charles Harper Burnett perfectionne le gélatino-bromure en faisant des plaques sèches. On avait parlé de collodion humide. Les plaques sèches, elles vont pouvoir être transportées plus facilement et elles vont être plus sensibles encore. Et on a une vente par les frères Lumière qui ne sont pas encore en train de... On est en 1878, ils ne sont pas encore en train d'inventer le cinéma. On va y venir tout de suite. Et ils sont de Lyon, ça on le sait assez. Mon sujet, c'est que cette technique d'instantanéité va coller à la modernité. On pourrait prendre un exemple assez mignon. Cette idée de temps qui intéresse Bergson, il se retrouve au cœur du travail de Marcel Proust, par exemple, où tout le monde sait qu'une petite madeleine peut changer d'apparence, même depuis l'apparition des Inédits, ce n'était pas une madeleine. Et celui qui va s'intéresser à ça, qui est un artiste, un photographe bourgeois de ces années 1900, 1910, 1920, Jacques-Henri Lartigue, qui va avoir un appareil photo. En 1905, il a 11-12 ans. C'est pour ça que la photo est au ras du sol, c'est ces petites voitures, en fait. On a un photographe extraordinaire qui sera le photographe officiel en 1974 de Giscard d'Estaing. Là aussi, un pur génie, et pas pour forcément cette dernière photo, même si elle est très intéressante. Lartigue fait d'une pratique de la vie de tous les jours. Là, il a un appareil photo, il sait se débrouiller. On est dans les années 1920, 1910 même. Il fait des photos de sa vie bourgeoise, de son ami qui descend sur la rampe d'escalier en sautant, des enfants qui sont avec lui dans la voiture, de la vie de tous les jours d'une classe aisée, qui fait qu'il y a beaucoup de photos à Nice, mais je voulais montrer par ces images-là que cette idée de vie mondaine, de vivre à la plage, de prendre du bon temps, de faire du sport, si vous regardez les trois images qu'on vient de voir, elles font partie de l'instantanéité. C'est-à-dire, il y a un grand coup de bourrasque qui est d'un seul coup, tout se renverse sur la plage, la promenade des Anglais. Il y a un ballon qui saute, qui est en très gros plan et qui ne touche pas le sol. Il est juste au bord, au bord. La dame est en train de s'avancer vers nous. Il est en train de sauter. Regardez, le photographe s'est mis presque à plat ventre. On est très très bas pour donner une impression encore plus de bondissement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas chez Henri Lartigue une simple vue mondaine d'une classe aisée qui se balade, qui prend du bon temps, qui voyage en paquebot. Il est très amoureux de sa copine Bibi. Elle n'est pas seulement un monde à part qui est très beau, d'ailleurs, qui fait partie de ce que Bonnard et Vuillard vont peindre dans les mêmes années, ou qui est intéressé par les innovations techniques, la voiture, les choses qu'on retrouve dans la littérature comme chez Proust. Ce qui est intéressant, c'est que cette modernité, la vie à toute vitesse, comme chez Morand, elle fait partie, entre guillemets, du logiciel de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté technique, on découvre dans les expéditions des choses nouvelles, mais Jacques-Henri Lartigue, il prend ce chef-d'œuvre, par exemple, qui est la course de bagnole. J'en ai pris un petit détail, parce que en arrivant à fixer la netteté sur les personnages, qui sont en train de à toute vitesse, il invente, entre guillemets,
un vocabulaire visuel qui n'existe pas trop dans la peinture. On pourrait la trouver dans la peinture de Munch, en un sens, mais une sorte de déformation. Ça, c'est un détail. Ça, elle est entière. Voilà, je dis, l'instantanéité, c'est un imaginaire de la photographie. Le flou aussi. Le flou, ça n'existe pas trop en peinture. Je plaisante à demi en disant, est-ce qu'on peut écrire flou? Est-ce qu'on peut faire de la musique floue? Ça a l'air d'être une question idiote, mais c'est le fait que ce soit un système technique de prise de vue qui est pris en défaut, qui est une limite, mais qui, en faisant une erreur, entre guillemets, fabrique sa propre esthétique, son propre style. Voilà, la déformation, elle fait partie de l'esthétique de l'instantané. Ça, l'article va s'en servir beaucoup. Et ça va avec notre invention moderne et cette compréhension par les gens que je viens de citer, l'article, Morand, Proust, Bergson. Une dernière étape. Ce monsieur, qu'on l'aime ou pas, est un génie. George Eastman va multiplier les coups de génie en faisant tout d'abord en 1885, dans cette boîte qu'on peut acheter sur des sites aux enchères très chers, il faut reconnaître. On a des boîtes de 1885. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a un système de... Ça ne s'appelle pas encore pellicule, mais on va dire un film souple, si vous permettez. Vous vous rappelez qu'on était sur des plaques de verre qu'on transpose par un peu... Comme si c'était mouillé, on met une feuille mouillée, et puis ça fait un décalco. Les spécialistes m'en voudront pas, c'est une simplification. Là, il y a un système de petite, comme une tapette à souris, qui permet que le film soit bien pressé de l'autre côté, et qu'il y ait des petits systèmes de tournettes qui permettent d'entraîner le film pour passer à l'image suivante. On n'a plus à enfourner des plaques une à une dans le noir. La boîte est scellée, fermée, et elle vient se clipper à l'arrière d'un appareil photo. Clac! Et puis, une fois qu'on a fait tout le rouleau, on ne va pas appeler ça tout à fait pellicule, si vous permettez, parce qu'il va falloir que ce soit en celluloïd. C'est lui aussi qui l'a inventé. Mais là, on est en 1886, ce n'est pas tout à fait le cas. Après, on retire la boîte de derrière, on ferme, et on l'envoie à développer chez M. Kodak, qui développe les photos, qui remet un rouleau, et qui te la renvoie en disant il n'y a plus qu'un. Ça doit être 25 $ la boîte et 15 $ le tirage. On est bien. Comme les historiens de l'art aujourd'hui regardent comment sont faites les images, on peut s'amuser, c'est une petite plaisanterie, à voir que la publicité montre une nana en train de faire un truc, donc si une nana sait le faire, tout le monde saura le faire. Monsieur Kodak, il a un peu d'intuition sur qu'est-ce que c'est qu'un message à transmettre. Ce n'est pas de l'ironie contre les filles, c'est que la technique, les filles, dans la fin du 19e siècle, on n'est pas encore très sûr du lien, qui évidemment est un fantasme masculin, de penser que les filles ne savent pas faire de science. On en aurait des centaines d'exemples. Par contre, la publicité, elle s'appuie sur des clichés qui vont permettre à tout le monde de s'identifier. Ce que M. Kodak fabrique aussi, qui est tout aussi génial, c'est tout simplement le nom. Le mot Kodak, c'est l'idée de trouver un nom. Il dit « J'ai toujours aimé la lettre K, elle a quelque chose de fort, d'incisif, prise de vue instantanée. Il suffisait d'essayer toutes sortes de combinaisons de lettres pour former des mots commençant et finissant par K. » M. Eastman, il va inventer techniquement un système de film dans une boîte. Tu l'envoies, tu la reçois. Déjà, c'est assez génial, c'est instantané. Mais en plus, il invente un nom qui parle à tout le monde. Ça va plus loin. Il écrit au bureau anglais des brevets pour expliquer son choix. Ce n'est pas un nom ni un mot étranger. Je l'ai formé dans un but précis. Voici ses avantages comme nom de marque. D'abord, il est court. Ensuite, on ne risque pas de mal le prononcer. Et enfin, il n'a aucune connotation avec l'art. C'est-à-dire, Eastman, il prend connaissance, on va mettre avec les amis qu'on s'est fait depuis cette séance, avec Nadar, avec les Américains Station et Stiglitz, qui commencent à prendre la photo comme un art à part entière et à se débarrasser du lien à la peinture. Voilà, le mot Kodak, ça ne signifie pas peinture ni art. Ce nom a magnifiquement servi les appareils d'Eastman et leur publicité, si originale durant de nombreuses années. Et ce que je voulais dire qui fait que cet homme est un génie, c'est que c'est un inventeur technique,
inventeur marketing dans une période où ça commence à arriver. Les affiches, on est en 1886. Pour faire court, c'est les années 1888, c'est Gauguin, Van Gogh, Cézanne, la réclame, et très peu de temps après, 1894, Lautrec, qui va, vous vous en souvenez, faire des affiches pour le Moulin Rouge. Kodak Eastman va inventer ce système de film en celluloïd avec des petits trous sur le côté qui fait qu'il va y avoir un entraînement. Voilà. Dès 1889, ça fait quand même beaucoup. C'est très mignon, ce sont des pellicules non développées, non traitées. On en a encore, qui ont donc beaucoup d'âge. Depuis 1889, ça ne nous rajeunit pas. Et puis, ce que fait Kodak, donc une invention technique avec des boîtes, des inventions de pellicules en celluloïd, le traitement par la publicité, vous voyez, qui a été pensé depuis le début, avec ce slogan important, vous pressez le bouton, nous faisons le reste. T'emmerde pas, cherche pas, voilà, c'est facile. T'apportes tout au studio Déclic et il va t'aider. Ou alors, tu fais la même chose que d'habitude, c'est Monsieur Déclic, j'ai une clé USB, mais je ne sais pas m'en servir, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est exactement la même chose. Le client se sent rassuré parce qu'il a un contrôle technique qui l'entoure. Voilà, la boîte en question avec le schéma de l'intérieur de la boîte, puisque ce que va faire Kodak, troisième coup de génie, il invente un appareil, vous voyez, 25 $ pour 100 vues. Non, j'étais un peu trop cher. Et l'appareil revient pour 10 $, une fois les photos développées, un brownie que voici. Tu achètes l'appareil, la pellicule est dedans, tu fais des photos, clic, 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 t'envoies le truc, il te renvoie l'appareil chargé avec tes photos tirées. Génial. Monsieur Déclic, Nassib Traboulsi, en 1984, c'est bientôt l'anniversaire de la boîte, faisait de la photo en 1 heure, si vous vous souvenez de ça. Voilà. Vous pressez le bouton, nous faisons le reste. C'est-à-dire que ce n'est pas un type qui a un sens du commerce, ou c'est plus que ça ce qu'on raconte, un sens de la com, de la communication, de l'innovation technique et du marché. Voilà, ce que ce petit brownie va fabriquer, c'est aussi la capacité pour tout le monde de faire de la photo. Tu n'as plus besoin d'être un savant, tu n'as plus besoin d'avoir des moyens, tout le monde peut le faire. Parce que l'étape supplémentaire, on va y revenir, c'est ce brownie de 1900 qui est vendu 1 $. Fastoche pour tout le monde. Il va en vendre des millions. On s'arrête un instant sur ça. 2 choses intéressantes dans ma pré-conclusion. Nadar, le fils, Paul, invente un merveilleux appareil qui s'appelle le détective, très chouette. Qu'est-ce qu'il a au dos? Un magasin Kodak, que je viens de vous montrer juste avant. C'est-à-dire, il crée un boîtier nouveau, plus facile, plus voilà. L'Express Détective, vous voyez que la notion express, instantanéité, fait partie de l'univers de la photographie par le moyen du commerce plutôt que par celui des artistes, finalement. C'est ce qui m'intéressait de développer aujourd'hui. Cette image est une merveille, c'est une photo de Frederick Church qui montre en image le monsieur Eastman lui-même. On est en 1890, il a un appareil Kodak à la main. Ils sont sur le SS Gallia en train de traverser. On dirait col relevé, manteau et gants que ça caille pas mal. Il tient le numéro 2 avec lequel la photo a été faite, c'est génial. Ce sont des photos rondes, donc on n'a pas besoin de le tenir l'appareil droit. Ouais, ça a l'air tout bête, mais s'il est un peu de traviole, on s'en fout parce que de toute façon, comme la photo est ronde, il n'y a pas de question d'angle de tournant. Mais surtout, ce qui est très mignon dans cette image, c'est que c'est à la fois celui qui la prend, c'est Frederick Church, c'est un peu le comptable de Eastman. Et ce qui est génial, ça signifie quelque chose de fort sur l'intuition de Eastman, c'est que, en gros, c'est le type, c'est décrit dans des textes. Church, c'est un comptable, mais il se dit, la photo, c'était pas spécialement pour moi. Moi, je suis trésorier, voilà, je fais pas d'idée d'être novateur. Quoi? L'appareil photo Kodak peut faire que je fasse des photos, mais c'est extraordinaire. Et Henry Strong, qui est le 3e associé, dit que quand Church avait l'appareil dans les mains, c'était la première fois qu'il avait un appareil en main. Il était excité comme un gamin qui a une nouvelle toupie. Il n'avait apparemment jamais pensé qu'il pouvait prendre une photographie tout seul. C'est ça le coup de génie
de Kodak. C'est à la fois, vous embêtez pas, on fait tout, et vous pouvez faire les choses instantanément. Instantanément dans les deux sens du terme. Je peux prendre une photo instantanée, mais je peux prendre la photo tout de suite, dès que je veux, quand je veux, hop, c'est tout de suite faisable. Ce qui s'ajoute à cette image qui fait qu'elle est analysée aussi dans la page 158 de cette encyclopédie de la photo de Flammarion, ce sont les curieux qui sont derrière. À bord du SS Gallia, c'est plutôt des riches, c'est plutôt des gens. C'est la traversée entre New York et Liverpool, il faut 6 jours. Et en fait, c'est des gens qui sont un peu. Qui ont des moyens, même si dans le fond, on devine des silhouettes parce qu'il y a une troisième classe avec 1200 passagers dedans, voilà, qui ont l'air d'être un peu moins riches, c'est ceux du fond. C'est les curieux, en fait. C'est-à-dire que l'appareil photo portatif, il commence à être nouveau. Et donc, le monsieur, il s'est retourné un instant en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que j'en ai entendu parler, je suis un peu curieux. Le coup de génie de Eastman, il se retrouve dans cette photo qui est une sorte d'interrogation, puisque on prend en photo l'inventeur de la photo avec l'appareil photo qui tient dans la main, qui attire le monde et qui fait que le monde entier voudra des brownies faciles d'accès. La firme Kodak, on y viendra plus tard, voilà, mets un Kodak dans ta poche, 1750, Tech Kodak avec toi, avec cette idée de la Kodak Girl, s'associer dans les campagnes de pub, on est en 1910, associer une femme qui devient journaliste et qui correspond à cette évolution du temps, hein, c'est-à-dire de la femme indépendante et de la suffragette qui va, par le moyen de la politique, faire valoir ses droits. Et on va voir qu'elle s'appuie sur les images, j'en termine. Les centres Kodak 1930-1940, et puis toute cette avancée que vous connaissez, voilà, le Kodachrome, la couleur qui est accessible à tout le monde, l'association avec les logos qui étaient utilisés depuis 1987, avant que la firme se casse la gueule. Voilà, Kodak, un génie du marketing. J'en ai presque fini. Mais je le disais à l'instant, en fait, le mouvement des suffragettes, c'est-à-dire des femmes anglaises qui veulent faire valoir leurs droits, on est en 1914. En voici une arrêtée qui a les pieds qui ne touchent pas par terre. Eh bien, un photographe est là. Cette instantanéité, il fallait qu'elle intéresse la pratique de tout le monde, le grand public pour qu'elle se développe. Il fallait qu'un technicien soit capable de la fournir. Et enfin, il fallait que par le moyen de la presse qui s'est développée depuis 1800 énormément en grande diffusion, par le moyen de la photogravure aussi, qui fait qu'on passe de la presse avec des gravures à la main, avec des tirages immédiats. Nos amis de l'Œil Urbain, le très grand festival de photojournalisme de Corbeil-Essonnes qui vient de se terminer, avait invité un photographe dont le nom m'échappe, qui fait des photos sur le Tour de France en 1987. Et il expliquait que finalement, il envoyait sa pellicule à Libération et il ne savait pas laquelle serait choisie. Il ne savait même pas tout à fait si elles étaient réussies. Voilà. Une époque où ce n'était pas encore numérique. Alors que Laurent Lesliberté, le directeur du musée de la photographie de Bièvre, un bel endroit où vous verriez des appareils comme on les a montrés, rappelle qu'aujourd'hui, là, en 2021, quand un photographe de sport fait une photo, il y a moins de 20 secondes avant que cette photo ne puisse être diffusée dans tous les médias du monde. 20 secondes. Et le photographe de 1987 répondait à cette remarque: la responsabilité morale, journalistique du photographe n'en est que plus accrue. Voilà, les suffragettes, elles sont en train de comprendre que la lutte politique va passer par le monde des images. Et on verra plus tard, dans une autre séance, que le développement de la presse photo va participer à ces transformations politiques. Il l'accompagne et il y participe. Notamment, par exemple, Emily Davidson, qui, lors d'un derby d'Epsom, veut arrêter le cheval du roi pour l'interpeller et meurt écrasé par le cheval. Photo, clac, accroché, direct, presse, diffusion maximale, tout le monde est au courant. Et ce photojournalisme, dès ces années 1910, ici Victor Bulat qui montre une manifestation russe avec les troupes gouvernementales qui tirent sur les manifestants, 1917, ce Robert Capa qui saisit un soldat de la guerre civile espagnole en 1936 en train d'être abattu en plein vol, voilà un instantané. L'instantané va participer à la vérité de l'image, même si elle va être souvent questionnée. Est-ce que ces images sont vraies? Est-ce que c'est vraiment à cet endroit-là que ça s'est passé?
Voilà, est-ce qu'en 1937, quand ce dirigeable qui devait être le parangon de la modernité, le truc le plus chouette, moins risqué que les avions, ben, quand il atterrit en Allemagne, en direct, sous l'œil des photographes, nul en com, la légale, au moment où le truc s'accroche, on entend, et c'est très bouleversant, le reportage, on en a un film aussi, mais le reportage radio du journaliste qui découvre ça, voilà, il prend feu, des victimes. L'actualité est là, en fait. Le poids des mots, le choc des photos, on le retrouve dans Vue, on le retrouve dans Life. Les magazines des années 30 vont développer le rapport à l'actualité, à l'instantanéité, en s'appuyant sur les capacités de la photographie à montrer cette instantanéité. J'ai été un peu vite, puisque le livre de Robert Capa, qui a fait ces photos et pris des risques invraisemblables en participant au débarquement de 1944 sur les côtes normandes, écrit un livre de mémoire où il fabrique un petit peu, il refabrique sa légende, mais juste un peu flou. Voilà, ce flou fait partie de l'authenticité. Si c'est un peu flou, c'est que c'est un peu vrai. Et il participera, enfin pas lui directement, mais à cette création de l'agence Magnum, qui va être une agence qui va relayer beaucoup de photos, Marc Ribou, Seymour, qui est un des fondateurs avec Cartier-Bresson de cette agence de photojournalisme. Parce que, j'en ai terminé vraiment, Cartier-Bresson, qui a une très belle fondation où on peut visiter des expositions régulières, s'intéresse à cet instant décisif, ce moment où, pas avant, pas après, influencé ici par le surréalisme, la tête est cachée par le nœud du tissu. Dans ses premières années 20, Cartier-Bresson est très marqué par le surréalisme, mais il va s'intéresser, conceptualiser, on va dire écrire. Il faut que cette pensée petit à petit d'être au bon endroit, au bon moment pour faire l'image que personne d'autre ne peut faire, la minute, la seconde où le sujet serait dans la disposition parfaite sans aucune intervention de sa part. Voilà. La photographie a besoin de s'appuyer sur ce discours, qui à mon avis est une construction, c'est-à-dire, je vais en donner un exemple, même pour tous les amoureux de Cartier-Bresson, on ne va plus être copains 2 secondes, parce que quand je dis du mal de Cartier-Bresson, on me dit tu exagères. Je vais donner un exemple simple. Ici, Cartier-Bresson, il est un peu comme un pêcheur à la ligne. Il se met dans un cadre qui, du point de vue, c'est un très grand compositeur. Et je ne dis pas du tout que son travail n'est pas intéressant. Je dis juste que cet instant décisif dont il parle, il va l'attendre, en fait. Il va le préparer. Et il va se présenter comme le héros qui attrape quelque chose, comme un chasseur, alors qu'en fait, il est plus un pêcheur qu'un chasseur, c'est-à-dire il se met au bon endroit, au bon moment, qui fait que dans l'angle de toutes les lignes, il y a le mec à vélo qui arrive à ce moment-là. Si tu marches dans la ville, si tu sais regarder la composition, Cartier-Bresson a fait beaucoup de peinture, il y est revenu plus tard dans sa vie, il sait que l'instant décisif sera là et qu'il faut attendre quelque chose. Toute la culture de Bouba, Douaneau va jouer sur cet instant décisif, mais aussi le fabriquer. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas en train de faire une critique radicale, je dis juste que cette notion d'instantanéité, elle donne un chef-d'œuvre comme celui-là, là c'est parfait. Tout l'alignement, un quart de millionième de seconde plus tard, le pied va être dans l'eau et on aura des rides et il n'y aura plus le reflet parfait qui fait que le pont de ses jambes en triangle répond au pont en triangle des bâtiments qui sont au loin. Voilà. Ici, on a pour Cartier-Bresson, pour nous tous, une image parfaite qui est l'instant décisif absolu. Je disais juste que si c'est le cas de celle-ci, c'est un peu moins le cas de celle-ci. Et que dans la construction de l'image, Cartier-Bresson s'intéresse toujours à regarder. Qu'est-ce que c'est que regarder? La façon de lire le travail de Cartier-Bresson qui me semble le plus intéressant, c'est que Cartier-Bresson est intéressé par qu'est-ce que c'est que regarder, qu'est-ce que c'est que je vous donne à regarder. Vous voyez, ces gens sont en train de... Ils carottent, en fait, ils regardent par le trou un match de sport auquel ils n'ont pas accès. On est à Bruxelles. Tout le travail de Cartier-Bresson est autour du regard, autour de qu'est-ce que c'est que des gens allongés, nus, qu'on regarde, qu'est-ce que c'est que des ébats sexuels dans cette série des années 30 en Amérique du Sud, qui est une des plus belles, à mon sens, de Cartier-Bresson. Qu'est-ce que c'est que cet instant incroyable où une femme en Allemagne, à la Libération, va dénoncer une collaboratrice et que la haine se lit sur le visage de celle qui dénonce. Voilà. C'est le moment précis, il n'y avait pas avant, pas après, ça c'est certain. Il faut être au bon endroit, au bon moment, et Cartier-Bresson résume bien ça. Il va être aussi celui qui va beaucoup voyager en fondant l'agence Magnum, voilà. Que ce soit les bords de Seine en Essonne ou que ce soit être à Pékin en 48, le voici, ou que ce soit être aux États-Unis en 47,
en Italie, en France en 68, en Chine, être capable d'attraper l'instantané, voilà, l'instant présent, en Roumanie. Cette fondation Cartier-Bresson, n'hésitez pas à aller la voir. Cette photographie instantanément, c'est la preuve que la photo peut être un art, mais c'est aussi une construction intellectuelle qui fait que petit à petit, cette sensation d'urgence est devenue l'élément le plus important. Je vous remercie des petites remarques. La grande vague de Le Gray, mais oui, à comparer avec Courbet, bonne idée ça. Il y a aussi une grande vague. Le titre de la photo, ça doit être la grande vague. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Je remercie Monsieur Studio Déclic de nous inviter et le 11 septembre, sans doute en présentiel, en toute façon à retrouver sur le site du Studio Déclic. Ouvert à tout le monde, hein, visiter l'exposition de Jacques Rose, c'est en ce moment. Et avant, on ne pouvait pas voir de peinture, les gars, il faut y aller. Hein. Vitrine, reproduction, achat de reproduction, ou regarder juste pour le plaisir. Portrait instantané par Madame Stéphanie. Que je coucoute. À bientôt, merci à tous.